La science joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Votre point ? Retournement de l'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Lorsqu'on n'est pas scientifique, la vérité, on s'en fout. La science, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur LYFM 93.1, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous de Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland et David Dumoulin qui s'installe. Bonjour David. Jean-Marc. Également autour de la table ce matin, Camille Jugeot, bonjour. Camille, vous n'avez pas de micro. Bonjour. Alors Camille, vous êtes allée à la rencontre d'une association qui récupère des vieux objets dans les poubelles et qui à partir de ça monte des animations scientifiques assez innovantes. Alors vous nous en dites plus d'ici une quarantaine de minutes, mais d'ici là n'hésitez pas à intervenir dans le corps de l'émission. On va s'intéresser à la connexion entre art et science. On a la chance d'avoir deux invités, Lorraine Chélan et Emmanuel Mahé. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Mahé, vous venez de rejoindre le laboratoire de recherche de l'ENSAD. Donc l'ENSAD, c'est l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Vous êtes aussi chercheur en sciences humaines et sociales, plutôt du côté de l'infocom, c'est ça ? Absolument. Ça consiste en quoi l'infocom ? Ah, alors ça c'est une vaste question, c'est une discipline assez récente. Elle date du début des années 70. En fait, ça a pour objet très très vaste le domaine en fait de la communication au sens large et le domaine de l'information. Et en particulier au sein de cette discipline, moi je me suis intéressé aux relations entre justement artistes et scientifiques. Et ce qui est intéressant avec les sciences d'information et de la communication, ce qu'on appelle infocom de manière commune, c'est qu'elle c'est suffisamment vaste pour accueillir beaucoup de sujets très très originaux et c'était mon cas en particulier. Alors, bien sûr, on va aller dans vos thématiques des recherches au cours de l'émission, mais est-ce que, avant tout, vous pouvez nous faire un petit récapitulatif de votre parcours qui est très riche. Vous n'êtes pas si vieux que ça, mais il est déjà sinueux et riche. Voilà, je suis pas si jeune que ça non plus. Quand on dit riche, on dit atypique en général. C'est ce qu'on sous-entend. Et je pense que il y a deux choses dans mon parcours. Première chose, une passion, j'allais dire, et puis une vraie obsession sur les pratiques artistiques. Donc c'est ça qui structure mon parcours. Depuis en fait une vingtaine d'années, je m'intéresse à ce qu'on appelait à l'époque les arts électroniques et les arts multimédia. Aujourd'hui, on parle des arts numériques ou du web art. On pourra rentrer dans le détail tout à l'heure. Donc, j'ai été directeur artistique d'un festival d'art électronique à Rennes dans les années 90. Et à partir des années 2000, en fait, j'ai intégré un centre de recherche et de développement au sein d'Orange France Télécom. Ça, c'était au début des années 2000 comme chercheur et j'ai travaillé sur une thèse de doctorat sur les relations justement entre art et innovation. Et à partir de ce moment-là, je suis resté à la R&D, donc recherche et développement comme chercheur, en élargissant un peu mon objet, puisqu'en fait la question c'était surtout de quelle manière les usages émergent dans la société, alors sachant que les artistes évidemment sont des spécialistes dans le domaine. Je suis resté à la R&D jusqu'à la fin des années 2010 et j'ai intégré ensuite la direction des partenariats à Orange où j'avais en charge en fait la coordination des partenariats d'innovation avec les musées. Et là, très récemment, il y a 10 jours, j'ai quitté Orange parce qu'il faut aussi renouveler son parcours et j'ai intégré donc l'ENSAD, l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Donc c'est une école en fait spécialisée dans les arts et le design en particulier, comme directeur de la recherche. C'est la création d'un poste et en fait c'est un affichage de l'école assez fort pour dire que la recherche, c'est pas que dans les universités, c'est aussi dans les écoles d'art. Les designers peuvent être des chercheurs. D'accord, donc on comprend bien un parcours qui se promène entre le monde des arts d'un côté, le monde de la recherche académique en sciences humaines et sociales. Absolument. Le monde de la recherche industrielle, enfin de Absolument, oui. Recherche et développement, et le monde du design. Et le monde du design. Alors sur le terme industriel, faut pas en avoir peur parce que effectivement dans le secteur industriel qui est un vaste secteur, il y a cette partie qu'on appelle donc R&D, recherche et développement, où on fait beaucoup de recherche appliquée.
Mais il y a aussi la recherche dite fondamentale, et donc beaucoup de liens avec les universités. Donc il y a des recherches dans le domaine, bien entendu, technologique, on imagine ça très, très facilement, mais aussi, de plus en plus, et ça s'est développé depuis une vingtaine d'années, la sociologie, les sciences de l'information et de la communication ont de plus en plus été connectés à ce monde industriel, tout simplement pour analyser les usages, et peut-être aussi pouvoir les analyser, et donc les prévoir, enfin en tous les cas anticiper les usages futurs. Lorraine Chélan, vous êtes responsable des projets Arts et Sciences de l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gênes. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de cet Espace des Sciences? C'est un musée de sciences qui est peu connu mais qui gagne à être connu. Oui, c'est un musée de sciences qui est à l'intérieur de l'ESPCI Paris Tech, dans le 5e arrondissement à Paris. Et donc qui est un musée qui a été repris depuis 2 ans par le groupe Trace. Et donc c'est un lieu voilà, où on essaie de faire un petit peu se rencontrer les problématiques liées à la science, à la société et à l'art. Donc moi, je vais m'intéresser plus particulièrement aux problématiques art-science. D'accord, alors quand on dit musée de sciences, on a toujours une image d'un truc un peu poussiéreux. Je crois que c'est pas tellement l'angle choisi par l'espace Pierre-Gilles de Gênes. Voilà, tout à fait, puisque donc comme tous les musées de sciences, c'est un lieu où on propose des animations grand public, de la médiation scientifique, donc offrir une approche de la science à tout un chacun. C'est aussi un lieu où on propose des expositions, par exemple actuellement une exposition entièrement participative sur la science et l'humour qui a ouvert vide et qui a été construite par le public en fait. Et puis après on essaie de développer des projets, notamment arts et sciences, de collaboration entre des artistes et des scientifiques. Alors je crois qu'il y a 3 semaines de ça, il y avait une soirée pyjama à l'espace Pierre-Gilles de Gênes. Tout à fait. C'était une retransmission de quoi, de la soirée De la soirée, de la remise des Ig Nobel Prize, qui sont une espèce de parodie des prix Nobel, en fait, mais qui récompensent des recherches très sérieuses, en réalité, même si les sujets font beaucoup rire en général. Et donc, nous, alors on a, en plus avec le décalage horaire, puisque ça se passe aux États-Unis normalement, c'était de 1h à 3h du matin. On s'est bien amusé. On a fait de l'expérimentation de cassage de spaghettis. On a fait plein de choses passionnantes. De cassage de spaghettis, voilà. Il faut expliquer que c'est un Ig Nobel français de voilà. physique. Ouais. Spaghetti cru. Spaghetti cru, tout à fait. Ouais. Et voilà, c'est les chercheurs qui ont expliqué pourquoi les spaghettis ne se cassent jamais en 2. Très, très intéressant. Ok, alors sur cette connexion arts et sciences, Lorraine Chélan, vous n'êtes pas venue tout à fait les mains vides. Vous nous avez amené un morceau de musique. On va écouter tout de suite. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? C'est Ézéchiel qu'on vient d'entendre, donc, qui est un groupe de musique. Alors, donc là, c'est la formation Naphtaline, je crois, qui a été conçue en collaboration avec des scientifiques dans le cadre des ateliers Art-Sciences à l'Hexagone de Mélan. D'ailleurs, ils sont en concert la semaine prochaine au 104, je crois bien. Donc effectivement, ça c'est un exemple de collaboration entre des artistes et des scientifiques. D'accord, donc on entend bien la musique, on entend moins la science. Oui, en effet. Alors après, c'est plus, eux, c'est plus dans l'imaginaire, puisque ce projet-là, il était en lien avec les mécaniques poétiques. Donc ils trimballent autour de leur musique tout un imaginaire, des installations, des performances, des vidéos, etc. Où on va plus retrouver cette collaboration, justement. Ok. Qu'est-ce qu'il existe comme autre exemple de collaboration entre arts et sciences ? Alors là, on peut donner beaucoup d'exemples, et puis des exemples qui vont
qui sont très très différents, puisque on va avoir dans les rapports entre art et sciences, on peut avoir des choses où l'art tire beaucoup la couverture à lui, ou inversement, où la science tire beaucoup la couverture à lui. Et donc ce qui va être intéressant aussi, c'est de trouver, en tout cas moi ce qui m'intéresse davantage, on va dire, c'est où est-ce qu'il y a une véritable collaboration qui peut se jouer entre la créativité artistique et la créativité scientifique. Vous avez l'air de présenter ça un peu comme un combat. Est-ce que ça se passe toujours de façon on les présente un peu comme des frères ennemis, souvent, l'art et la science. Donc c'est forcément cette image-là qu'on en a. Oui. Emmanuel Maé. C'est assez vrai. À la fois, on les présente comme des frères ennemis, c'est-à-dire que ce sont des pratiques très spécifiques. On a une représentation un peu romantique de l'artiste, mais aussi du scientifique. Je parle du grand public, qui correspondent parfois, ces clichés, à des réalités aussi, mais pas uniquement. Donc, en fait, il y a des objectifs qui sont différents. Et en même temps, on dit souvent, ah oui, ce scientifique, c'est un créateur, c'est un peu un artiste. Et souvent, on entend dire aussi, pour certains artistes, qu'ils ont un esprit scientifique dans le domaine, comme s'ils étaient des expérimentateurs et des recherches. Donc c'est ça un peu la spécificité, c'est qu'à la fois c'est très séparé, c'est très distinct, et en même temps on voit bien qu'il y a un type de pratique, même si elles sont séparées, qui ont en fait des logiques et des processus parfois qui sont identiques, et notamment la question de la recherche, de l'expérimentation, le fait d'essayer de renouveler les hypothèses, de créer des problématiques et d'ouvrir de nouvelles pistes, et notamment la question de l'intuition aussi, qui est aussi forte chez les scientifiques que chez les artistes. D'accord, donc il y a une démarche commune, en tout cas c'est ce qui est mis en avant dans les collaborations à la science. C'est à la fois... alors je parle aussi... Enfin ça dépend, il y a différents types de collaborations. Je regarde l'or, on a des pratiques peut-être différentes, mais en même temps, effectivement, la difficulté c'est qu'il faut des projets suffisamment ouverts et libres, mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas structurés. Parce qu'effectivement, il faut... quand on fait par exemple travailler un artiste, j'évoquais la R&D, la recherche et développement tout à l'heure, donc un artiste avec des chercheurs à la R&D, il y a un cadre contractuel qui n'encadre pas nécessairement, mais qui peut être un support pour la collaboration. Et donc après, il faut répondre aussi à des critères, ça peut être des critères artistiques, par exemple, tout simplement le fait de devoir exposer en public, c'est un objectif et une contrainte extrêmement forte que n'auront peut-être pas les scientifiques, puisque eux, ils seront plutôt sur de la recherche à plus longue durée et ils feront des publications de manière ultérieure. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut à la fois avoir un cadre et des objectifs différenciés, donc un cadre assez fort, et en même temps, il faut que cette structure soit assez ouverte. Et sur la question de la sérendipité et du hasard, c'est évidemment quelque chose de fondamental dans la recherche. Ouais. Je me dis aussi peut-être que, et votre parcours l'évoque, il me semble, il y a une forme de fascination aussi de l'artiste pour le scientifique et inversement, parfois, pas tout le temps, que j'imagine que vous essayez d'utiliser dans vos travaux, non ? Parce que ça peut être une énergie assez efficace. Il y a la fascination et il y a la méfiance aussi, des deux côtés, parce qu'il y a toujours une peur de galvauder son travail, je pense, des deux côtés. Et puis, effectivement, la fascination, parce que... Après, je pense aussi que pour les artistes, ils ont aussi la sensation de s'apporter une légitimité en travaillant avec les scientifiques. Parce que c'est un grand problème des artistes, je pense, depuis toujours, quand même, cette histoire de légitimité. Et puis les scientifiques, eux, ils ont la sensation de pouvoir donner à voir leur travail d'une autre façon. Donc, Alors moi j'aimerais bien que vous nous donniez des exemples de collaboration entre art et sciences. Et si vous aviez des exemples où ça s'est mal passé, ce serait super. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à cacher un peu les erreurs et les échecs, mais ça dépend comment on procède. Je vais parler par exemple d'une expérimentation relativement récente en 2008 avec un artiste qui s'appelle Samuel Bianchini, qui est un jeune artiste basé à Paris, qui travaille notamment dans le domaine du numérique, mais pas uniquement. Donc, il crée des installations qu'on qualifie d'interactives, pour être rapide. Et en fait, cet artiste a eu l'occasion de travailler avec des chercheurs au sein de la R&D à Orange. Je parle un peu d'Orange parce que j'y étais il y a encore peu de temps. Donc, j'ai travaillé sur cette collaboration et on avait pour objectif assez simple, que l'artiste a une capacité de détournement de technologie. Il va en faire autre chose que ce qui était prévu à l'origine. Et donc, on lui avait proposé un certain nombre de technologies de captation en lui disant « tu as carte blanche pour créer une installation artistique qui sera ensuite
exposés dans le cadre d'une biennale. Et par ailleurs, les chercheurs en fait, et les ingénieurs de la R&D, au tout début en fait du processus, il n'y a pas eu de conflit ouvert. Ça, je peux pas le dire, mais par contre, effectivement, on peut dire qu'il y a eu quand même une première période où chacun se teste et on voit bien qu'il y a des incompréhensions ou des malentendus. Mais ces malentendus, finalement, il faut aussi s'en servir comme des moteurs de création. Mais donc, qu'on comprenne bien l'origine de ces frottements, il s'agit de quoi? Ils ont des cultures différentes, des objectifs différents, ou c'est juste une question de langage qui n'est pas le même? Alors, il y a un problème dans notre discussion, enfin dans la manière dont j'aborde les choses. On parle des artistes en général et des scientifiques. Alors déjà, il y a différents types d'art et différents types d'artistes, donc avec des objectifs parfois très différents. Il y a des artistes qui sont plus en fait dans la production d'une œuvre, dans la répétition, même s'il y a de la créativité, il n'y a pas forcément une recherche systématique. Et il y a des artistes qui ont une spécificité de recherche spécifique et de renouvellement de leur propre création artistique et qui s'approchent plus, on dirait, des sciences fondamentales. C'est pareil dans le domaine de la science. Il y a des scientifiques qui seront plus dans, non pas la répétition, mais dans ce qu'on appelle la recherche incrémentale, l'amélioration. Et par contre, des créateurs scientifiques qui vont essayer de créer des ruptures et de chercher aussi de nouvelles visions. Ce que je veux dire par là, c'est que pour le coup, c'est très important de savoir, de choisir quel artiste doit travailler avec quel type de scientifique. Et tous les deux, en général, ont des objectifs différents. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que par exemple, dans le cas de Samuel Bianchini, son objectif, lui, était de créer avec un horizon temporel à court terme, parce qu'il y avait une exposition, et il devait livrer, si j'ose dire, une installation dont il était fier, évidemment, et qui fonctionne d'un point de vue technique. Et les chercheurs qui étaient associés en fait à ce travail de création artistique, il y avait à la fois des ingénieurs, mais qui eux avaient une temporalité plus longue parce qu'en fait ils travaillent sur des technologies, sur éventuellement des dépôts de brevets, mais qui s'inscrivent sur des publications scientifiques et qui pourront en fait être publiées dans le cadre d'actes de colloques, mais 1 an, 2 ans ou 3 ans plus tard. Donc les objectifs ne sont pas les mêmes. Il faut garder en fait en mémoire dans ces collaborations que les objectifs ne sont pas les mêmes. Il ne faut surtout pas essayer de faire converger tous les objectifs sur le même plan. Okay, donc je ne sais pas si je suis très clair en disant ça. Si, enfin moi je suis en train d'apprendre quelque chose de très intéressant là, donc c'est bien, parce que je pense qu'Emmanuel Mahé a quand même une expérience longue de ce travail entre artistes et scientifiques. Moi ça fait très peu de temps que je fais ça, donc j'ai l'impression d'être dans l'expérimentation totale pour le coup, et dans le test, et donc effectivement, enfin c'est un problème que moi je suis en train de rencontrer sur la temporalité. Oui, pardon. C'est un problème que moi je suis en train de rencontrer justement, et c'est une question que je me pose énormément. Donc ça m'intéresse cette idée qu'il ne faille pas forcément faire converger les objectifs, parce que c'est ce que j'essaie de faire. Ça me semble problématique. Donc ok, il ne faut pas forcer à faire converger, mais du coup, quand il y a ce type de frottement, comment on fait pour les utiliser, les retourner à bon escient? Alors, j'utilise une métaphore en détournant le terme de tribologie, la science des frottements. C'est-à-dire que la tribologie... Tribologie, la science des frottements. Voilà, tribologie. Ça, c'est une vraie science qui... C'est une vraie science. Ouais. Moi, je suis absolument pas tribologue, sauf finalement dans la pratique de système coopératif. Gestion des relations humaines. Voilà, où ça n'arrête pas de frotter. Et en fait, dans le management de l'innovation, c'est un terme qui est pas très très beau. En général, on essaye de mettre de l'huile dans les rouages pour que ça frotte le moins possible. Mais on s'aperçoit que dans les collaborations, il y a des vrais frottements dans le processus, c'est-à-dire qu'il y a des désaccords sur parfois des résolutions de problèmes ou des orientations données au projet. Et en fait, il ne faut surtout pas utiliser ces frottements en essayant de les écarter, mais les utiliser justement comme des points d'appui pour construire de nouvelles pistes ensemble. Donc là, quand je disais qu'il n'y a pas de convergence, il faut quand même un minimum de convergence. Je suis bien d'accord, sinon il n'y a pas de collaboration. Mais il faut quand même garder une forme d'hétérogénéité en fait, des pratiques. Ça me semble important. Donc ça frotte et c'est normal que ça frotte. D'accord, donc il ne faut pas mettre les frottements sous le tapis. Oui, voilà, il faut s'en servir comme un élément moteur du processus en fait. Bon, ça c'est facile à dire. Très attirant comme ça, mais comment on fait en pratique? Est-ce que vous avez un exemple qui pourrait illustrer cette méthode-là de magnification des frottements? Alors, c'est très intuitif. En même temps, effectivement, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait aussi des frottements à certaines phases, et notamment à une phase relativement classique qu'on relègue en général en dehors du processus, qui est la contractualisation. Et la contractualisation juridique, là je parle de contractualisation dans un cadre très spécifique, celui de la recherche et développement. C'est là où en fait on va établir à la fois un calendrier, donc des temporalités, des objectifs,
éventuellement des livrables, c'est un terme qui est pas très très joli. Et lors de cette phase en fait de contractualisation, il y a des désaccords qui peuvent apparaître. Et c'est pendant cette phase-là, on va essayer dans le cadre de cette phase juridique, non pas de résoudre encore une fois le problème en essayant de mettre tout le monde d'accord sur un point convergent, j'insiste là-dessus, mais au contraire transcrire les divergences à la fois temporelles et d'objectifs dans le contrat lui-même. Et donc, pour le coup, ça crée un cadre, un support qui rassure tout le monde. Après, on s'aperçoit dans le processus que tout le monde fait autre chose. Et en fin de course, chacun reprend en fait sa place symbolique qui était à l'origine écrite dans ce contrat ou dans cette espèce de présentation en fait, de projet au départ. D'accord. Mais est-ce que vous avez du mal à nous raconter des bastons? Parce que finalement, dans votre domaine, on est dans un cas où ce sont des gens qui sont tous intéressés par l'innovation. Pour forcer le trait, je dirais qu'ils sont tous un peu technophiles. Et donc, finalement, les différences sont quand même assez légères parce que dans ce domaine précis de collaboration pour les artistes sur les nouvelles technologies, disons, finalement, c'est un peu les mêmes profils, quoi, non? Donc, il n'y a pas de conflit fondamental. C'est des gens qui voient presque le monde de la même manière, non? Alors évidemment, c'est une question qui tue, mais on peut y répondre. Vous avez raison. Effectivement, moi, à chaque fois que j'ai travaillé avec des artistes et des scientifiques, on les présélectionne et on fait en sorte qu'il y ait un terrain partagé, une culture, qui est souvent celle de la technologie, mais pas uniquement. Ça peut être la science au sens plus large du terme. Et il y a les artistes. J'évoquais par exemple Samuel Bianchini. Samuel Bianchini, effectivement, a un profil intéressant parce qu'il a différents types de langage, à la fois d'ingénieurs, d'artistes bien entendu, mais en même temps il n'est pas technophile, il est très critique des technologies contemporaines. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que aussi dans les processus collaboratifs, il ne faut pas tout dire. Il y a du double jeu ou du triple jeu. Ça veut dire que l'artiste n'est pas hypocrite, hein, mais il va utiliser en fait cette collaboration pour répondre à un certain nombre de critères attendus, par exemple par la R&D ou par des laboratoires scientifiques. Mais lui, il a son propre propos artistique qui parfois est très corrosif, et on s'aperçoit qu'en fait, il est très critique des usages numériques, par exemple. Donc voilà, il n'y a quand même pas un caractère uniforme, en fait. Hein. Heureusement, les artistes gardent leur liberté. Et les technophiles, en fait, sont souvent aussi, non pas technophobes, mais très critiques. Alors, dans ce couple artiste-scientifique, moi, je crois que je vois assez bien ce que l'art peut apporter à la science, ou en tout cas, ce que l'art peut apporter à la communication des sciences. Peut-être une forme d'humanisation des contenus scientifiques. Par contre, ce que je vois un peu plus mal, c'est l'inverse. Qu'est-ce que la matière scientifique, les contenus scientifiques peuvent apporter à un artiste ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce que peuvent apporter les artistes par rapport au domaine scientifique. Et je me bats un peu contre cette idée. C'est un peu provocateur ce que je dis. Mais en fait, les artistes n'apportent pas simplement une forme d'illustration et de communication à la science. Les artistes aussi sont comme les chercheurs ou les scientifiques, travaillent en fait sur le renouvellement non seulement des visions et d'une esthétique au sens banal du terme, mais au renouvellement aussi des manières de penser, par exemple l'espace, la temporalité. Donc en fait travaillent sur on va utiliser un grand mot, sur des épistémés, des paradigmes si vous voulez, pour reprendre un terme un peu usuel. Donc les artistes vont renouveler la manière dont on peut penser par exemple l'espace ou le temps. Ouais. Bon. Donc c'est pas simplement un supplément d'âme, c'est pas simplement de la communication scientifique. C'est-à-dire que pour le coup, le scientifique, lui, il va se trouver face à un artiste qui, en utilisant un certain nombre de critères communs, en travaillant dans le domaine de la biologie ou je sais pas, ou de l'informatique, tout à coup, l'artiste va lui en renvoyer une image de sa propre pratique scientifique auquel il n'avait pas pensé, et donc ça peut déboucher sur une nouvelle vision de sa pratique scientifique, et donc pourquoi pas de créer des nouveaux concepts, nouvelles fonctions scientifiques. Et là, on est en plein dans la démarche art science qui est vraiment intéressante, où il y a un véritable enrichissement mutuel. Ça, c'est passionnant. Et est-ce que justement ça correspond pas, la convergence elle est d'autant plus possible aujourd'hui qu'il y a une convergence, disons, des représentations qu'on a de ce que doit être un artiste et par ailleurs de ce que doit être un chercheur. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de scientifiques essayent de réinventer justement un petit peu le rôle même de scientifique, sa manière de travailler, et pour essayer de se séparer de cette vision poussiéreuse d'une objectivité à outrance, d'un côté restreint dans la pratique et dans les réseaux sociaux mobilisés. Et par ailleurs, l'artiste, pareil, c'est aussi un modèle, on le voit de plus en plus en manager et en scientifique. Enfin, on essaye de renouveler les rôles même sociaux, la manière d'être d'un artiste. Et donc,
c'est bien d'aujourd'hui finalement. Ces deux rôles semblent converger un petit peu aujourd'hui dans des nouveaux hybrides. Comme il y a le chercheur-manager, l'artiste homme d'affaires, et il y a aussi l'artiste chercheur, quoi. Non, Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a une évolution très forte du métier d'artiste. Voilà, et des pratiques d'amateurs aussi artistiques, où il y a un certain nombre, là on ne va pas rentrer dans les détails, mais on imagine bien qu'avec la multiplicité et le coût réduit des outils informatiques, ça permet en fait à beaucoup de gens d'avoir une pratique artistique sur Internet ou ailleurs de manière beaucoup plus massive. Et d'ailleurs, les sociologues parlent de pratiques professionnelles et amateurs. C'est une sorte de porosité. On utilise le terme de pro-âme. Mes collègues de la R&D, je pense à Dominique Cardan en particulier, qui ont beaucoup travaillé sur ça. Mais ce qui se passe dans le domaine, la figure de l'artiste et la figure du scientifique bouge aujourd'hui, mais comme l'ensemble de la société. C'est pas spécifique à l'artiste et en fait au scientifique. Et en même temps, quand on parle de figure hybride, moi je me méfie beaucoup aussi de la thématique art science qui est un peu à la mode, et c'est une bonne chose, hein, évidemment, je ne vais pas dire le contraire parce que c'est mon sujet, je ne vais pas le préserver dans un précaré, mais on a tendance effectivement à généraliser en disant bon voilà, le scientifique est un peu comme un artiste et vice versa, alors que ce sont, ce que je disais tout à l'heure, des pratiques quand même aussi différenciées. Je vais reprendre une formulation de Gilles Deleuze, un philosophe dans les années, notamment dans les années 80. Il y a 3 types de création de pensée. L'artiste crée des percepts, le scientifique crée des fonctions et le philosophe des concepts. Il dit que ces 3 types de création de pensée sont très différentes, mais en même temps elles résonnent les unes par rapport aux autres. Mais elles sont différentes. Donc voilà, c'est pas parce qu'on hybride tout que tout se vaut en fait. Et c'est parce que l'artiste n'est pas un scientifique et le scientifique n'est pas un artiste que c'est intéressant de les faire collaborer. Ça va, vous en sortez très bien. J'ai une question tout à fait triviale après Deleuze. Est-ce qu'il y a un marché de l'art-science ? Alors oui, c'est là aussi où l'art-science a quelque chose à apporter aux artistes. C'est que on est quand même à une époque où l'argent public consacré à l'art et à la culture se réduit un peu comme une peau de chagrin, et où c'est vrai que pour la science, il y a encore de l'argent à mettre. Donc c'est vrai que les artistes qui quand même crèvent pas mal la dalle sont heureux de pouvoir rentrer dans ce créneau où il y a de l'argent institutionnel tout simplement, quoi. Donc ça c'est vrai que c'est trivialement... Et de l'argent privé. Enfin, et il y a aussi de l'argent privé, oui. Voilà. Il y a une combinaison des 2 types de budgets, c'est intéressant pour le coup aussi, parce que c'est des logiques de financement qui correspondent à des objectifs encore une fois aussi différents. Aligre FM à l'écoute de Recherche en cours. Nous recevons ce matin Emmanuel Marié et Lorraine Chélan. Il est question de convergence entre art et science et on a discuté pendant la virgule et il nous est venu des exemples de collaboration art et science. Lorraine Chélan. Oui, moi je pensais à Art Orienté Objet qui est un duo d'artistes, donc Marion Laval-Jantet et Benoît Mongin je crois, et qui ont travaillé récemment sur une transfusion de sang de cheval sur un humain. Donc, alors en fait, l'idée de départ, je pense que ce qu'ils voulaient faire, c'était se transfuser du sang de panda pour vivre l'expérience d'une espèce menacée.
Il y a des problèmes de compatibilité biologique et des problèmes éthiques aussi. Donc visiblement, je crois qu'ils ont soumis la question à un comité d'éthique. En attendant, ils ont fait ça avec un cheval. Et donc ils n'avaient pas le droit parce que le sang de panda est trop précieux, donc ça a été interdit. C'est ça, oui. Non, mais je crois qu'il y a un truc, effectivement... Plus que le danger. Il y avait un problème éthique avec l'espèce menacée, donc ils ont fait ça avec un cheval. Et donc, Marion Laval-Jeantet a subi pendant plusieurs semaines des injections d'immunoglobuline de cheval pour créer une compatibilité physique. Donc, et là où c'est intéressant, c'est que finalement, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour dans la recherche en biologie, visiblement, cette histoire d'immunoglobuline animale qui serait rendue compatible pour l'homme et qui pourrait aider à traiter certaines maladies. Et donc elle s'est un peu mitridatisée comme ça, avec des injections successives, jusqu'à une performance finale où on a amené un cheval et on lui a... Rassurez-nous, c'est pas par rapport à ce que vous avez dit avant, parce qu'elle a vraiment pas d'argent, qu'elle a dû vendre son corps à la science pour se faire dire... C'était libre, hein, on est d'accord. Il y a un jeu avec ça, hein, parce que je sais qu'à un moment donné, justement, pour un travail qu'ils avaient fait sur des cultures de peau, ils s'étaient rapprochés des associations anti-vivisection, parce que c'était en fait le seul moyen pour eux, en faisant tester sur eux-mêmes, de la recherche scientifique. Donc il y a un jeu aussi avec ça, hein, avec ce côté éthique. Emmanuel Mahé. Oui, pour rebondir à cet exemple tout à fait intéressant, effectivement, en termes de pratique artistique, mais aussi scientifique. On parle art-science, donc on parle des artistes et des scientifiques, et en même temps, dans les collaborations, il y a aussi qu'est-ce qu'on peut en dire nous. C'est-à-dire, nous, c'est les chercheurs ou nous tous là autour de la table. Donc, en fait, c'est pas un double jeu simplement entre un scientifique et un artiste, mais c'est aussi l'occasion de travailler non pas simplement sur leur pratique artistique en les commentant ou en faisant de la médiation, mais travailler avec eux pour savoir ce qu'on peut en dire en termes philosophiques, sociologiques ou autres. Et la question, en fait, de la transfusion sanguine, outre le propos de l'artiste et l'intérêt des laboratoires de biologie qui sont associés à ça, il y a comme vous l'avez dit, des questions éthiques, mais ça peut aussi, si on va un peu plus loin, nous montrer qu'un certain nombre d'artistes explorent des limites corporelles, franchissent par là même des frontières aussi symboliques, parce que là, il est question quand même d'avoir du sang animal dans le sang humain, et finalement peut-être préfigurent, non pas une nouvelle race d'humains plus tard, mais en tous les cas des nouveaux modes de subjectivation, c'est-à-dire qu'en fait, les artistes expérimentent biologiquement, mais aussi sociologiquement, symboliquement, des nouveaux corps, et donc des nouvelles façons de se les représenter, et pour le coup, on doit travailler avec eux pour commenter et réfléchir avec ça. D'ailleurs, on pourrait rappeler peut-être qu'il y a un artiste célèbre dont je ne me rappelle plus le nom qui s'est fait greffer un bras, et il y a beaucoup d'artistes qui expérimentent en effet sur leur propre corps. Et je trouve ça intéressant ce que vous dites sur l'éthique, justement parce que leur position d'artiste leur permet d'essayer de montrer que parce qu'on est vraiment toujours à la frontière même de l'illégalité, de l'amoralisme, etc., d'expérimenter de l'humain, et c'est là où, d'une certaine manière, ils restent artistes. Ils sont en dehors un peu de la morale commune, d'un cadre qui serait justement celui de la recherche, et ils font le choix personnel de passer le cap, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des choses que le scientifique n'ose pas faire. Mais tout simplement parce que c'est une convention. C'est-à-dire qu'ils sont amoraux et contestataires, mais la bizarrerie en fait occidentale, c'est que cette contestation, c'est une norme, presque une convention artistique qui vient du XXe siècle. Plus on est contestataire artiste, et plus finalement on devient artiste. Donc ça sécurise un peu aussi le propos de l'artiste. Il faut se méfier des figures romantiques de l'artiste. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être dire sur cette idée de greffe de sang quand même, pour essayer de donner un petit peu de sens, que l'artiste, il est quand même censé proposer un moment ou une expérience au public qui à la fois peut avoir une consonance affective ou symbolique. Et là, quand même, le fait de se faire greffer du sang, il y a tout un imaginaire d'être hybride, etc., qui, même si vous l'avez pas noté, qui est vécu par les gens qui sont là lorsque la performance est faite. C'est symboliquement très très fort, hein, sur le... Oui, et puis d'ailleurs, ils avaient mis ça en scène avec un rituel de communication organisé par un éthologue qui était là, qui créait le... Donc une mise en scène de la science aussi. Le rapport homme-animal, justement. Oui, tout à fait. Oui. Emmanuel Mahé, il y a un autre pan de vos travaux, de vos théories, où vous nous dites, c'est très intéressant d'aller regarder ces pratiques artistiques, parce qu'un certain nombre d'entre elles sont les artistes peuvent être considérés comme des anticipateurs d'usage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
En quoi les artistes peuvent anticiper, préfigurer. Ce que j'évoquais tout à l'heure, la contestation est une convention artistique héritée de la fin du 19e siècle. L'anticipation est un héritage aussi de l'avant-gardisme. On a tous entendu parler de l'avant-garde artistique du début du XXe siècle. Et dans le thème avant-garde, il s'agit bien d'être en avance sur quelque chose. Donc là aussi, c'est une forme de convention. Et comme c'est une convention et ça nourrit l'imaginaire. C'est une nouvelle figure de la premier de la classe, l'avant-garde. Oui, voilà, l'avant. Bon, je l'ai fait avant vous. Ouais, donc voilà. Donc, ça questionne en fait la préfiguration. C'est-à-dire que parce qu'on va essayer de manière très forte et de manière très singulière d'inventer de nouvelles visions, de nouveaux dispositifs, ça veut dire qu'en fait, les artistes vont s'approprier un certain nombre d'éléments symboliques, sociologiques, technologiques ou scientifiques d'aujourd'hui, mais en les détournant de manière très forte pour essayer d'avoir un point de vue très singulier, on s'aperçoit qu'ils créent des représentations d'usage où ils bricolent des technologies de manière tellement étonnante que 10 ans ou 20 ans plus tard, on s'aperçoit que ce qu'ils ont bricolé, à un moment donné, émerge dans la société. Donc ils ont cette capacité à anticiper. Alors ça, on le voit a posteriori, c'est assez simple, on prend des exemples anciens, on dit, vous voyez bien... les artistes y avaient les artistes en 1929, là aujourd'hui, ça correspond à la vidéosurveillance, ils avaient raison, alors que la vidéo n'existait pas. Donc c'est-à-dire qu'on peut anticiper des usages avant même que la technologie émerge. La question, c'est de savoir, aujourd'hui, quels artistes a la capacité d'anticiper pour ce qui adviendra demain. Et ça, cette question-là, heureusement, on ne peut pas y répondre, parce que l'anticipation, en fait, dans l'histoire industrielle, c'est souvent un échec d'ailleurs. Et dans les aspects artistiques, les artistes, quand ils essayent d'anticiper, c'est pas de la science-fiction, ils ont des modèles projectifs qui ne se réalisent pas non plus. Mais comme il y a cette capacité de préfiguration qui existe quand même dans le domaine artistique, travailler avec des artistes aujourd'hui, c'est peut-être inventer des situations d'usage qui n'existent pas aujourd'hui et qui se développeront peut-être demain. Donc d'une certaine manière, on travaille sur des dispositifs qui sont des fictions aujourd'hui, mais qui peuvent donner un peu d'avance. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire de technologie et d'usage ? Vous nous avez dit, dans un certain nombre de cas, l'usage vient avant la technologie, l'objet technologique. Comment c'est imaginable, ça ? Est-ce que vous avez des exemples pour illustrer ça ? Alors, je cherche tout simplement pour prendre des exemples très rapides et suffisamment parlants. Je vais prendre un cinéaste qui s'appelle Dziga Vertov, un cinéaste russe, notamment dans les années 20, qui avait un engagement aussi à la fois esthétique et politique. Il a créé en fait notamment un film connu sur les moteurs de recherche, il est en ligne, qui s'appelle L'homme à la caméra. Et l'homme à la caméra, en fait, c'est bien du cinéma. C'est un artiste.